Il y a pas mal de motivations et chaque personne a ses propres motivations, chaque on va dire candidat a ses propres motivations. L'image du cheveu, elle est très importante, elle reflète pas mal de choses chez beaucoup de personnes. Et les perdre, ça peut être quelque chose de déstabilisant pour certains. Cet impact aussi, on va l'évaluer sur ce qui est le retentissement social, professionnel. Et on se rend compte, après des entretiens, que certaines personnes sont en souffrance par rapport à l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Et on va essayer d'accompagner la personne à, on va dire, se renouveler, mais se renouveler dans le bon sens du terme, car en réalité, on ne va pas mettre l'accent sur le côté beauté, parce que la beauté c'est quelque chose de subjectif. On peut très bien être chauve et beau, on peut très bien avoir des golfes frontaux comme moi et être moche, mais le plus important, c'est justement l'image qu'a la propre personne de soi-même et l'informer un petit peu de l'objectif, de ce qui est possible de faire ou pas. Alors, comment évolue une calvitie? Alors, une calvitie, elle évolue à partir de l'âge de 25, 30 ans. On peut avoir le début de la calvitie beaucoup plus tôt, même dans l'âge d'un homme. C'est un problème de testostérone et on va dire d'héritage de chaque bulbe à cette testostérone. Parce qu'il faut savoir que chaque poil, chaque bulbe dans le corps a un cycle pilaire. Et ce cycle va évoluer selon différentes phases. On a la phase anagène, là où le cheveu est visible, il évolue, il est en bonne santé, puis il va involuer, passer en phase catagène pour ensuite aller en phase télogène, il n'est plus là. Mais le bulbe persiste et le bulbe va, tel un phénix, se renouveler le cheveu et repartir dans une nouvelle phase de cycle capillaire. Dans le cuir chevelu, il y a des zones qui sont plus ou moins sensibles à l'action de cette testostérone, mais la couronne, ce qui justement reste jusqu'à des stades, on va dire, de calvitie extrême, cette couronne a un héritage génétique qui fait qu'elle est moins sensible, largement moins sensible à la testostérone que les autres bulbes et les autres cheveux qui composent le cuir chevelu. Donc, on va prélever ces cheveux qui sont résistantes, ces cheveux qui ont ces bulbes qui sont des vrais guerriers, on va dire, vis-à-vis de l'action de la testostérone, et on va les réinjecter au niveau des zones receveuses qui sont la plupart du temps clairsemées par ce processus biochimique. Alors, la médecine esthétique, elle m'est apparue comme un défi initialement, et ce défi est devenu une passion, tout simplement. Donc, du défi, on passe au dépassement de soi-même, on passe à des niveaux de plus en plus importants, et puis à la fin, on s'y prend, on se prend au jeu, et on se rend compte que c'est pas simplement les clichés habituels de la médecine esthétique, beau, belle, je le dis encore une fois, ça n'a aucun impact, aucun intérêt, mais la représentation du psyché face à sa propre image, de telle ou telle personne qui en souffre, c'est extrêmement intéressant de les aborder. D'ailleurs, c'est toute une prise en charge psychologique. Lorsqu'on a affaire à des personnes qui viennent faire appel à nos services dans le cadre de la médecine morphologique, il est important de bien savoir cerner le côté psychologique et la demande de chaque patient ou patiente, puisqu'il y a un réel enjeu à ce niveau-là et on essaye d'aiguiller le patient et d'éviter qu'elle tombe dans une forme de surinvestissement sur des traits ou des éléments qui peuvent être une fixation trop importante au niveau du psyché. On les aide à se donner plus confiance en eux, mais lorsqu'il y a une fixation pathologique sur telle ou telle anomalie, on essaye aussi de les accompagner d'un point de vue psychologique pour leur faire comprendre que ces éléments-là, même corrigés, ne pourront pas forcément leur permettre de ne pas faire fixation sur autre chose et des fois il y a des problématiques beaucoup plus profondes au niveau de l'histoire individuelle de chaque patient.